Bonjour à tous, merci beaucoup pour cette invitation. Euh, Moi, je viens d'un autre monde puisque je suis chirurgien. Je suis chirurgien orthopédique, donc les os, les articulations, et je suis le chef du service de chirurgie orthopédique de l'hôpital Avicenne, donc pas très loin. Je viens en voisin. C'est un service qui fait essentiellement de la chirurgie du membre supérieur, de la main, de l'épaule, du coude et du poignet. Et je vais essayer de vous raconter l'histoire qui est la mienne, puisque moi je suis chirurgien universitaire. Alors, quand on est chirurgien universitaire, on a des missions d'enseignement et des missions également de pédagogie, et on se doit finalement d'anticiper les grandes évolutions de notre spécialité. C'est pour ça qu'on fait ce métier. Actuellement, en chirurgie, on est en train de changer de paradigme. Vous avez tous entendu la notion d'art chirurgical. Jusqu'à présent, on était dans le monde de l'art chirurgical. Qu'est-ce que ça veut dire l'art chirurgical? Ça veut dire que le chirurgien est un artiste. Donc c'est lui qui fait son tableau, sa composition. Et si c'est un mauvais artiste, la composition va être mauvaise. Si c'est un bon artiste, la composition va être bonne. Évidemment, c'est opérer les patients. Donc ça a des enjeux qui dépassent un petit peu la qualité esthétique de ce que l'on peut voir. Alors il y a un beau parallèle qui est celui de l'aviation civile. On est encore à la période de Saint-Exupéry pour la chirurgie, où vous aviez des pilotes qui étaient exceptionnels. N'oubliez pas quand même que Saint-Exupéry est mort dans un crash d'avion. Et là, on change de paradigme puisqu'on passe de l'art chirurgical à la chirurgie numérique. Qu'est-ce que c'est la chirurgie numérique? C'est la chirurgie qui est standardisée. C'est la chirurgie qui, à l'instar du vol d'un pilote d'avion, le pilote, le chirurgien, est en train d'être aidé par de la technologie qui va, 1, limiter les risques et 2, améliorer évidemment la précision des résultats. Est-ce que cette chirurgie numérique doit faire peur, notamment aux patients? Pas toujours. Quand vous prenez un avion, vous ne choisissez pas votre pilote d'avion. Vous ne choisissez pas votre pilote d'avion parce que vous savez qu'il a de la technologie numérique qui lui permet de décoller et d'atterrir dans des conditions de sécurité. Et puis parfois, c'est bien de savoir que le pilote d'avion n'est pas le seul maître à bord et que votre vie n'est pas simplement entre les mains du pilote d'avion. Alors, on change de paradigme grâce au numérique. Ça, vous savez bien, le numérique, globalement, la révolution du numérique, elle a commencé avec les ordinateurs pour tous. Il y a eu un boost en 2000 avec Internet. Le smartphone, en 2007, a permis une accélération de cette révolution du numérique, puisque comme toute révolution, ce n'est pas une évolution qui est linéaire, mais une évolution qui est exponentielle. Et puis, depuis, on va dire 2014, on est au stade de la réalité virtuelle et maintenant de la réalité augmentée, de la réalité mixte, avec l'intelligence artificielle qui pointe son nez. Et finalement, on n'est qu'au début de cette révolution du numérique. Et cette révolution du numérique, elle change tous les secteurs d'activité. Elle est en train de changer également la médecine. Juste pour donner un tableau, un organigramme de ce que la révolution du numérique va changer en médecine. Parce que finalement, c'est extrêmement vaste et parfois on s'y perd. On peut la diviser en 5 chapitres, qui sont la télémédecine, les big data, la simulation, le chirurgien augmenté et le patient augmenté. Ce qu'il y a de commun entre ces 5 domaines, c'est que dans ces 5 domaines, l'intelligence artificielle est un élément clé. Alors, télémédecine, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas simplement je fais ma consultation à distance à travers un réseau. C'est essentiellement, je vais pouvoir... Merci. Donc, vous savez combien d'heures un médecin généraliste doit lire la littérature scientifique pour se tenir à jour? Il devrait lire 400 heures par semaine, ce qui est juste impossible. Évidemment, ce qui est impossible pour l'intelligence humaine, parfois, est possible pour l'intelligence artificielle. Et bientôt, lorsque vous aurez une pathologie,
vous irez consulter votre docteur ordinateur qui vous donnera la prescription la plus up-to-date et qui sera basée sur votre anatomie, votre morphologie et votre utilisation de votre anatomie dans la vie de tous les jours. Donc c'est en lien avec le deuxième domaine qui est les big data. Jusqu'à présent, un traitement est évalué sur une population. On évalue les bénéfices d'un traitement sur 100 personnes et finalement on a un résultat qui est gaussien. Les big data, c'est une meilleure connaissance de chaque individu dans son environnement. Donc c'est la carte génétique qui va permettre de prédire que telle ou telle maladie et donc de traiter telle ou telle maladie avant qu'elle apparaisse. Et c'est évidemment également les outils connectés qui permettent de donner des quantités de données du mouvement et donc d'affiner chaque traitement à la fonction d'un patient. Troisième domaine, c'est le patient augmenté, la technologie qui permet de pallier les défaillances d'organes. C'est le cœur artificiel. Donc finalement, on n'a plus un cœur biologique, mais un cœur mécanique. Vous avez probablement entendu parler des prouesses de Carmat. C'est pour le chirurgien du membre supérieur que je suis, la main bionique, la main de Star Wars. On n'en est pas très loin. Vous avez troisième domaine, la simulation. Quatrième domaine, le chirurgien augmenté. Et c'est là que la réalité virtuelle, la réalité mixte est en train de transformer les choses. Simulation, c'est jamais la première fois sur un patient. Et réalité virtuelle et réalité augmentée, chirurgien augmenté, c'est la chirurgie qui permet d'assister le chirurgien. Donc, juste une petite histoire. En 2014, moi, j'étais revenu de Londres, puisque j'exerçais à Londres avant, et j'ai créé une fondation de recherche, parce que finalement, les pouvoirs publics ne finançaient pas vraiment très bien la recherche dans le numérique en chirurgie, et donc avec quelques VIP que j'avais opérés, j'ai fondé cette fondation et en 2014, on a fait une première preuve de concept de l'utilisation de la réalité virtuelle en médecine. Alors, quels sont les enjeux de la réalité virtuelle pour la formation des médecins, donc pour la simulation? On l'a dit, la chirurgie est un jeu où les enjeux sont sérieux et finalement, jusqu'à présent, elle se base sur le compagnonnage. Qu'est-ce que c'est que le compagnonnage? C'est l'expérience. L'expérience, c'est l'apprentissage par l'échec. Qui veut être le patient sur lequel le chirurgien échoue pour qu'il devienne meilleur? C'est pourtant la réalité des faits. Et on a une belle publication du British Medical Journal en 2016 qui montre que les erreurs médicales sont la 3e cause de mortalité aux États-Unis. C'est évidemment des enjeux médicaux et des enjeux économiques qui sont majeurs. Alors comment on apprend? On apprend en lisant des livres, on apprend en regardant des vidéos. Mais si je lis un livre, et ça a bien été démontré, mon cerveau retient 10% de ce qu'il lit. Si je regarde une vidéo, il retient 20%. Par contre, si je me suis immergé, si je répète une intervention chirurgicale, je retiens 75% de ce que je fais. Mais alors comment je peux m'immerger et répéter mon intervention chirurgicale? Eh bien, jusqu'à présent, on le fait dans des laboratoires d'anatomie sur cadavres. Évidemment, c'est des ressources qui sont limitées et on peut le faire une fois peut-être, mais pas le répéter 10 fois. Finalement, de toutes les interventions chirurgicales que l'on fait, on en répète moins de 5% en laboratoire d'anatomie. Finalement, la simulation, elle remplit ce gap entre l'apprentissage traditionnel et pour le mieux le laboratoire d'anatomie ou le plus souvent finalement l'expérience, c'est-à-dire l'apprentissage par la courbe d'apprentissage sur les patients. Tout a changé depuis la venue de la réalité virtuelle. Et donc on avait fait cette première application médicale des lunettes Oculus en 2014. L'idée, c'était de se dire peut-être que les capacités immersives de la réalité virtuelle ont un intérêt pour la formation médicale. Et effectivement, globalement, j'avais filmé une intervention chirurgicale avec des caméras qui étaient au-dessus de mes yeux. Et mon interne, mon étudiant en médecine, qui avait assisté, qui m'avait aidé pendant l'intervention chirurgicale, avait ensuite revécu l'intervention chirurgicale dans les lunettes de réalité virtuelle. Et la preuve de concept était la réaction de l'interne, qui était géniale,
je vois plus de choses dans le casque de réalité virtuelle que je n'en voyais en vous aidant au bloc opératoire parce que voilà, j'étais un peu sur le côté, j'avais des écarteurs, vous faites des petites incisions, je ne voyais pas tellement au fond du puits. Et dans les lunettes de réalité virtuelle, j'étais à votre place, mais en plus avec des super pouvoirs, puisque je pouvais me balader dans un champ de vision qui est bien supérieur à mon champ de vision classique. On a continué l'aventure, on a fait une deuxième preuve de concept. Deuxième preuve de concept, on a travaillé avec une start-up, une boîte qui fait du contenu de réalité virtuelle, et on s'est dit on va faire un jeu sérieux d'une intervention chirurgicale, et on va voir si ça a des propriétés formatrices. Alors, on va lancer cette petite vidéo. Mince, il faut que je revienne en arrière. Non, c'est bon. Donc, vous voyez sur la droite un étudiant en médecine. Alors, il s'est habillé comme un chirurgien, mais il est dans mon bureau. Et il a un casque HTC Vive, il a 2 manettes, et il peut apprendre et répéter les différentes séquences d'une intervention chirurgicale. Là, c'est une prothèse de genou. Dans une prothèse de genou, vous avez 35 séquences. Et finalement, lorsqu'on vous dit demain, tu vas faire ta première prothèse totale de genou, qu'est-ce que vous faites? Vous apprenez la technique opératoire par cœur, et puis vous essayez de vous souvenir de la séquence des événements, et finalement vous vous concentrez sur cette séquence des événements et vous oubliez ce qui est le plus important, qui est la qualité du positionnement de la prothèse, la balance des ligaments pour que cette prothèse marche bien. Là, vous avez un simulateur qui vous permet de faire la chirurgie, d'apprendre la chirurgie, et finalement, lorsque vous ferez pour la première fois l'intervention chirurgicale, vous pourrez vous concentrer sur ce qui est vraiment important. Évidemment, lorsqu'on fait des choses, on essuie également des plâtres. Alors, c'est très bien. La qualité pédagogique, elle a été vérifiée. 300 chirurgiens sont passés sur ce simulateur au Congrès français de chirurgie orthopédique. Le problème, c'est le coût. Le coût de développement, il est encore trop important en regard du marché. Qui est-ce qui peut acheter un simulateur de chirurgie qui vaut quand même plusieurs dizaines de milliers d'euros à réaliser? Eh bien, pas grand monde, si ce n'est des laboratoires de fabricants de prothèses, mais comme ils ne vendent pas le simulateur, c'est encore trop cher. Donc finalement, c'est des choses qui sont extrêmement intéressantes, mais on n'a pas le marché, donc il n'y a pas de diffusion possible. Pourtant, alors on va essayer de passer. Pardon. Hop. Pourtant, ce genre de simulateur permet de répondre aux 3 enjeux de la formation médicale. Premier enjeu, la mémorisation. Là, on retient 75% parce qu'on est complètement immergé dans ce que l'on fait. Deuxième chose, la répétition. On peut répéter ça autant de fois qu'on veut. Et d'ailleurs, il faut répéter ça autant de fois qu'on veut jusqu'à être performant dans le jeu vidéo. Et enfin, la motivation, ça vous connaissez plus que moi. Si on n'est pas, il y a un effet wow, il y a un effet de gamification de la réalité virtuelle qui fait qu'on adhère tout à fait au programme de formation. Donc finalement, il y a des choses bien qu'on a pu percevoir. On a pu percevoir notamment qu'on changeait également de paradigme dans la simulation parce que même si le coût du simulateur était encore trop élevé, il était quand même beaucoup moins élevé que les simulateurs qui étaient dédiés à la chirurgie. Vous voyez en bas à gauche 2 jeunes femmes qui s'entraînent sur un simulateur d'arthroscopie. Chaque simulateur vaut plusieurs centaines de milliers d'euros pièce. Donc vous imaginez bien que c'est quasiment jamais utilisé. En haut à gauche, vous avez une espèce de boîte à peu près transparente où l'on peut s'entraîner également à faire de la cœlioscopie. Mais là encore, c'est beaucoup trop simple et pas du tout réaliste. Alors pourquoi on change de paradigme? Parce qu'on utilise des technologies qui sont développées dans d'autres domaines, dans le jeu vidéo notamment, et on crée des applications pour la chirurgie. Donc ça laisse entrevoir des perspectives de diffusion de ces technologies très importantes. Un petit point sur le retour sensoriel. Lorsqu'on parle de simulation pour un chirurgien et un ingénieur, l'ingénieur va se dire, voilà, moi je veux faire en sorte que le chirurgien il puisse vraiment être immergé dans quelque chose qui est très réaliste. Donc avoir un retour de force qui corresponde au retour de force qu'il aura sur un patient. La simulation, si vous faites un jour des simulateurs de chirurgie, oubliez le retour sensoriel.
le retour sensoriel, c'est 10% de l'apprentissage. 90% de l'apprentissage, c'est d'apprendre la séquence des événements, de standardiser la séquence des événements, de ne plus laisser place au choix et à l'erreur dans le séquençage des événements. Vous répétez quelque chose, vous le standardisez, vous diminuez de façon très importante le risque d'erreur. Donc si vous voulez faire un simulateur en chirurgie qui marche, si vous êtes concepteur de contenu de réalité virtuelle, il vous faut 3 choses. Il vous faut répondre à un problème de santé publique majeur, mais ça, c'est assez facile. La formation, les enjeux de formation sont un problème de santé publique. Il faut choisir un point de simulation avec une utilisation très large. Si vous créez un simulateur pour faire une procédure qui est utilisée 3 ou 4 fois par an, eh bien, vous n'aurez pas de marché pour le vendre. Et enfin, il faut avoir une compétence marketing. Alors, le chirurgien augmenté, le Graal pour le chirurgien, c'est de voir le squelette à travers la peau des patients. On avait fait cette démo avec un casque Thales d'hélicoptère de combat. Et finalement, plus récemment, on a intégré de la réalité mixte. Et la réalité mixte, donc vous connaissez bien les HoloLens. Nous, on ne les connaissait pas du tout en chirurgie. On a fait la première intervention chirurgicale le 5 décembre dernier avec ces lunettes de réalité mixte. On va lancer la vidéo, cette vidéo, pour terminer. Voilà. Donc, je vous laisse écouter. I'll operate with a mixed reality headset, accessing, on real time and on command, in a sterile environment, the patient imaging data, the technical operating information, and the patient-specific planification of the surgery. This technological imaging process is a clue step towards the augmented surgeon. Augmented surgeons means that the technology fulfills surgeon human capacity to improve the accuracy of the surgery and to guarantee safety for the benefit of the patient. To make a parallel, this headset and this medical holographic platform is for the surgeon what a cockpit is for a plane pilot. This new medical holographic platform allows the surgeon to stream in a real-time, unlimited file size within a viewing cockpit within the operating room. Voilà. Donc l'idée c'est ça, c'est que maintenant on a des dispositifs de réalité virtuelle qui nous permettent, tout en restant parfaitement stériles, d'avoir à disposition des éléments pour sécuriser l'intervention chirurgicale et pour être plus précis. Mais pour ça, il faut concevoir ces éléments. Et c'est en ça que depuis le 5 décembre, on a changé de paradigme. On a le cockpit, on va pouvoir standardiser, et c'est à vous de créer avec nous, chirurgiens, l'environnement, les applications nécessaires au bon déroulement d'un vol chirurgical. Je vous remercie pour votre attention.